Dire la phrase "la Chine est inarrêtable", j'ai surtout retenu la renaissance de la Chine est inarrêtable. Et j'ai le sentiment qu'au fond, on découvre que les Chinois ont une perspective internationale de superpuissance, mais ça fait très longtemps que ça a commencé. Et je vais vous dire pourquoi c'est important de l'avoir en tête, parce qu'on comprend mieux la démarche. Il y a exactement 40 ans, lorsque je suis parti étudier en Chine, nos amis chinois nous disaient à l'époque, dans 30 ans, dans 40 ans, nous serons la plus grande puissance du monde, parce que la Chine a une histoire millénaire et nous avons un rôle à jouer. Alors nous, évidemment, on rigolait parce qu'on se disait c'est impossible. Eh bien oui, ça a été possible parce que c'est un peuple déterminé, c'est pas une démocratie, il y a un plan, il y a des objectifs. Donc de ce point de vue, c'est pas un début d'aujourd'hui. Sauf que Jean-Claude, pardon de vous interrompre, la Chine n'est pas la première puissance mondiale. Bien sûr, mais c'est leur objectif. Ils ont d'abord un objectif pour eux. La Chine a un objectif pour elle, en se disant nous devons être une très grande puissance planétaire. Et cette grande puissance planétaire, elle se donne des objectifs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle a des besoins internes. Elle doit sécuriser son commerce, elle doit sécuriser ses rapports avec le reste de la planète, et elle voit très bien qu'elle a ici une fenêtre de tir qui lui permet de jouer une partition, parce que si elle ne, de son point de vue, moi c'est ce que j'entends de mes interlocuteurs, si elle ne s'impose pas face aux États-Unis, y compris à travers dans le reste de la planète, eh bien, elle n'y arrivera pas. C'est ce que me disent... Économiquement, commercialement... c'est avant tout économiquement et commercialement. Parce que la Chine ne veut pas la guerre. Absolument pas. Son objectif n'est pas de devenir le gendarme du monde à la place des États-Unis. Mais c'est d'assurer la puissance économique, parce que cette puissance économique lui permet d'assurer, de stabiliser sa politique. Et le président chinois a dit tout à l'heure, il a dit le socialisme à la chinoise. Ça a toujours été la formule, ça a été sur le plan économique, ils étaient relativement libéraux, et sur le plan interne, toujours socialiste, toujours à sensibilité communiste. Mais quelle est la vraie menace? Parce que, autrement dit, nous qui sommes attachés à la démocratie imparfaite, aux droits de l'homme, application à géométrie variable, tout le monde le sait et on ne va pas jouer les modèles, mais qui sommes attachés à ces objectifs, à ces valeurs, que doit-on craindre? Voilà, pour le dire concrètement, Isabelle. Justement, vous l'avez, la réponse est dans votre question. On doit craindre un affaiblissement de la démocratie au sein du monde. Ces puissances comme la Chine et la Russie, par exemple, luttent en sous-main depuis des années au sein des institutions internationales pour essayer d'affaiblir en fait la mise en place des valeurs de l'Occident, c'est-à-dire les droits de l'homme, les droits humains, etc. pour paralyser en fait leur application, pour réformer de l'intérieur un système international qui est trop contraignant selon elle. Donc en fait le vrai danger, c'est la généralisation de systèmes autocrates absolument partout. L'autre danger, c'est en fait la poursuite de l'utilisation de la force, parce que ces puissances font exactement le contraire de ce qu'elles disent. Elles promeuvent la paix, le respect des voisins, mais Vladimir Poutine fait exactement le contraire avec l'Ukraine, et Xi Jinping va sans doute faire exactement le contraire avec Taïwan. Donc ces pays vont reconstituer, qui ont un usage totalement décomplexé de la force, vont reconstituer leur empire pour avoir leur zone d'influence. Donc c'est une fausse paix. Donc évidemment, si ce système se généralise, il va affaiblir les démocraties européennes, il va faire tomber des pions au sein de l'Europe, il va y avoir de plus en plus de pays qui rejoindront ce camp-là. Les institutions internationales vont complètement s'effondrer, puis après on pourra mettre une croix définitive sur le droit international. Oui, mais attention Isabelle, à mon avis, ça n'est pas un objectif, c'est une conséquence. L'affaiblissement de nos valeurs, de nos démocraties. Qui est déjà en cours. Ça sera une conséquence. L'objectif, c'est de remplacer le modèle occidental. En tout cas, par d'autres valeurs et par un autre fonctionnement politique. Donc c'est quand même aussi un objectif. Alors, votre sentiment, quand on pose la question directement, quelle est au fond la vraie menace? Général et Vincent. Alors, d'abord, je pense qu'il faut toujours prendre un petit peu de recul de l'avenir, etc., par rapport au siècle des humiliations. Faut pas oublier ce que les puissances occidentales ont imposé à la Chine pendant ce siècle des humiliations. Le 19e siècle. Oui, 19e siècle. Pour une civilisation extrêmement ancienne, bien plus ancienne que la nôtre. Et donc, aujourd'hui, ils se replacent dans ce cadre-là. En revanche, quand on se place vers le futur, cette démonstration de puissance, c'est très bien. Mais la Chine oublie
qu'elle est, dans un siècle, démographiquement en train de mourir. Elle perd 350 millions d'habitants dans les 10 années qui viennent. 350. Dans les 10 années qui viennent? Oui, c'est-à-dire autant que la population des États-Unis, par exemple. Donc c'est absolument catastrophique. Vous savez, la règle du un seul enfant a été abolie, mais elle est toujours appliquée. Les Chinois ne veulent pas plus d'un enfant. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième point, le monde, tel qu'on le voit depuis 1945, est très américano-centré. Je rappelle que les Nations Unies sont installées à New York, c'est pas par hasard, et c'est très américano-centré. Mais les Occidentaux ont cru que leurs valeurs étaient applicables partout. Or, elles ne sont pas applicables partout. Moi, je l'ai vécu aux Nations Unies. Je vais vous dire, le droit des femmes, les gender issues, etc., vous avez la moitié des pays qui regardaient en disant « mais de quoi vous parlez là ?» Donc, et aujourd'hui, en plus, les États-Unis se tirent une balle dans le pied. Monsieur Trump lui-même se sépare des valeurs, entre guillemets, européennes. Il n'y a qu'à voir le discours de monsieur Vance qu'il est venu faire en Europe. Donc, si vous voulez, les Chinois, là, c'est du pain béni, tout ça. Mais je voudrais juste modifier quelque chose, la perception qu'on a sur les deux réunions. Parce qu'il y a deux réunions. Tianjin, l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, et le défilé là. Juste un absent. L'Indien, il n'est pas présent aujourd'hui à Pékin. Il était présent lors de la première réunion. Et pas là. Il n'est pas là aujourd'hui. Donc, si vous voulez, il ne faut pas s'imaginer qu'on a un bloc qui va changer tout. Il y a une volonté, et ça on le voit bien par les trois niveaux que sont l'OCS, que sont l'alliance entre la Russie et la Chine, et que sont les BRICS. Il y a une opposition au système occidental, mais en clair, qui a perdu son droit de préemption depuis 2003. Le grand virage, ça a été 2003, et la position américaine qui a été « j'en fais qu'à ma tête, en Irak, vous allez voir ce que vous allez voir ». Et j'étais aux Nations Unies à ce moment-là, je peux vous dire qu'il y avait 130 pays, sur 193 quand même, qui étaient totalement opposés à ce qu'ils faisaient.